Bon, du coup, je vais attaquer cet atelier. On va prendre un petit peu de temps pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, sur lequel on travaille désormais depuis plusieurs années. Ce qu'on va voir cet après-midi est très concentré sur le risque climatique, sur les cas d'usage qu'on peut avoir et sur tout ce qui accompagne la partie assurantielle, la souscription et la prévention. C'est un petit bout évidemment de ce qui peut être fait dans le cadre d'une offre qui est plus large, une offre qui s'appelle Smart Home Pricing, qu'on a développée conjointement avec une entreprise qui s'appelle Namer. Marc ici présent représente cette entreprise. Avec Adactis, et donc on va vous présenter aujourd'hui avec Médéric, Marc et moi-même ce qu'on a pu faire sur des modèles de type CatNat. On va plutôt parler, vous le verrez, de subsilience pour avoir un péril un peu différent de ce qu'on a pu voir ce matin par exemple. Donc vous allez voir, on mélange des données, des cas d'usage, des modèles, et on essaye surtout d'être pragmatique et opérationnel derrière. Donc on vous fera une démonstration de ce qui existe. Donc la première partie, ça sera ce qu'on appelle nous plutôt de la smart data, à ne pas confondre, j'allais dire, on le verra, avec de l'open data. L'open data est présente de façon massive sur le marché français et maintenant depuis un paquet d'années et notamment depuis 2016, mais déjà précédemment. Là, on va voir que l'open data n'est pas toujours qualitative et pas toujours exploitable. Donc ce qu'il faut, c'est créer de la donnée autour de tout ça qui soit un peu intelligente et qui permet d'avoir des résultats. On vous parlera après de l'application avec ces données sur un péril de subsidence ou plus communément sécheresse, mais sur les mouvements de terrain. Ces données peuvent être appliquées sur d'autres types de périls, sur l'inondation ou sur des garanties dites attrititionnelles au sein de la multirisque habitation, mais ça sera pas l'objet de cette présentation, quoi. Et puis on ouvrira le débat et on pourra discuter de ce qu'on peut faire, avec tout ça, ces modèles, ces données. Qu'est-ce qu'on veut transformer derrière, comment on ouvre à des cas d'usage un peu différents de juste est-ce que j'accepte oui ou non mon risque, est-ce que je décide de ne pas le mutualiser, est-ce que je le tarifie différemment. On verra qu'il y a d'autres façons aussi d'exploiter le contrôle et la connaissance des bâtiments. Donc, pour attaquer, évidemment, on parle beaucoup de climatique. Alors en ce moment, on en parle beaucoup parce qu'il y en a un certain nombre qui se réalisent. Ça fait 15 ou 20 ans, ou très certainement même plus, mais en tout cas qu'on se dit qu'on a une dérive ascendante de cette typologie de risque. La difficulté, évidemment, c'est que ça crée une énorme volatilité dans les résultats des assureurs, notamment ceux qui ne sont pas spécialement cédés ou ceux qui sont partagés. Ça grève les résultats. On a des ratios combinés pour parler par exemple de la multirisque habitation qui sont plutôt dégradés historiquement. Et puis c'est un risque qui se comporte de façon très différente à un risque de masse. On est à la fois sur une fréquence extrêmement faible, mais on est sur un risque systémique avec évidemment plutôt en sériel et plusieurs entreprises, plusieurs bâtiments, plusieurs habitations qui sont impactées, quoi. La difficulté par rapport pour un actuaire à approcher ces risques, c'est que généralement on a une corrélation, on a des études qui montrent un risque géographique à tel endroit, mais vous allez avoir typiquement vous allez avoir des habitations dans le sud qui ont des spécificités en termes de matériaux, en termes de présence ou non de piscine, et donc ça on sait l'appréhender par les modèles classiques. Le modèle sur les CatNat est très différent puisqu'il va toucher de façon très localisée et de façon générale l'ensemble des bâtiments quand on est sur les biens. Ensuite, on a quand même une grosse incertitude, des questions en tout cas qui méritent d'être posées sur la législation. Une législation actuellement qui date de 82 sur la couverture et cet effort un peu de guerre et cette mutualisation sur les catastrophes naturelles, elle est remise en cause. Pourquoi ? Parce que avec une dérive et une tendance plutôt à la hausse, on se demande si l'assurabilité est réelle et possible, et en tout cas dans quel cadre. Donc des questions sont en cours, et c'est le moment de voir ce que
que ça peut donner. En tout cas, il y a une étude que je cite qui est extrêmement intéressante de la FFA qui a travaillé sur une projection de ces catastrophes naturelles sous différents axes. Alors, on en a parlé un petit peu ce matin en plénière. On parlait d'un doublement effectivement de la charge en euros constants qui resterait côté assurance aujourd'hui ou côté État, suivant ce que l'on couvre. Vous avez le détail, donc je veux dire un doublement direct des inondations, un passage de 16 à 34 en milliards d'euros. Évidemment, un risque un peu plus important, on le voit tout à droite sur la sécheresse ou la subsidence, qui intègre notamment les risques agricoles dans cette étude. Donc on a un facteur important. Alors évidemment, là-dedans, c'est à la fois la richesse, on en parlait ce matin, donc les biens qui sont couverts et la couverture derrière. C'est aussi la fréquence et donc la réalisation ou non d'un aléa ou de plusieurs aléas. Qui représente 20 à 30% de cette augmentation, et le reste qui effectivement est porté plutôt par la vulnérabilité, comme évoqué déjà, quoi. Donc cet avenir d'assurabilité, évidemment, on ne va pas préjuger de ce qui pourrait se passer, mais comment on pourrait transférer ou diminuer l'exposition? Est-ce que ça passera demain par une réassurance un peu différente ou un peu plus présente? Est-ce qu'on va avoir des exclusions plus marquées? Ce n'est pas forcément le souhait des assureurs et encore moins des assurés, mais c'est des questions aujourd'hui qui sont soulevées. Est-ce qu'on va avoir une part d'auto-assurance sur ces risques-là, comme ça peut exister dans de nombreux pays aujourd'hui? Voilà, il pourrait y avoir une couverture indicielle aussi de ces risques très typiques. Donc voilà, il faut se poser la question, est-ce que c'est une fin de la mutualisation sur les catastrophes naturelles? On ne pense pas, on ne l'espère pas. Néanmoins, on a des limites quand même dans l'exercice, avec une tendance à l'augmentation qu'on juge ou qu'on estime à près de 50 points de rapport sinistre à prime sur les 25 années à venir. Donc la question mérite d'être posée. Donc nous, ce qu'on a souhaité vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on a des moyens déjà de connaître ces risques et d'essayer de les approcher de façon beaucoup plus fine que ça n'était auparavant, parce qu'on ne pense pas que la connaissance fine, par exemple grâce à des données, soit contraire à la mutualisation. C'est-à-dire, on est dans la connaissance du risque, on est dans la modélisation, on verra, des bâtiments et leur impact sur les sols, par exemple pour le risque de sécheresse, mais cette connaissance n'entraîne pas forcément une segmentation hyper fine, une individualisation tarifaire, ou en tout cas une acceptation de risque. Donc on peut se dire, oui, je commence par les mesurer, à les approcher, les modéliser. Est-ce que je veux, suivant ma stratégie d'acteur, les tarifer de façon différente, et jusqu'où je mets la segmentation dans ma tarification? Évidemment, on va avoir des stratégies et des approches différentes suivant si on est sur un marché hyper concurrentiel ou sur une stratégie digitale versus une stratégie peut-être plus mutualiste. Et derrière, on peut aussi utiliser ces données sur le bâtiment pour arriver à piloter son portefeuille et avoir une connaissance précise par rapport à un risque moyen national français. Où est-ce que se situe mon portefeuille? Où sont mes zones à risque? Et qu'est-ce que je peux faire et agir derrière? Donc agir sur mon indemnisation pour l'accélérer, agir sur la connaissance de ma charge et ma projection, ou, on le verra pour la suite, agir plutôt sur un rôle de préventeur conseil et pas que indemnisateur, je ne sais pas ce que l'on dit derrière, mais en tout cas avoir un assureur qui joue un rôle différent du chèque au moment de la réalisation du sinistre, quoi. Donc si on s'intéresse maintenant au pourquoi, je vais passer la parole à Marc. Tout ça part d'un postulat, c'est que la connaissance des 35 millions de bâtiments français est essentielle. Aujourd'hui, on travaille sur ces 35 millions de bâtiments. Et qu'est-ce qu'on est capable de récupérer en termes de nature de sol, en termes de bâtiments, et qu'est-ce qu'on en fait derrière. Donc, Marc, je te laisse parler de la Smart Data. Tout à fait, merci Guillaume. Je vais maintenant prendre la main pour vous donner un petit tour d'horizon de la Smart Data, en commençant par qu'est-ce que la Smart Data, qu'est-ce que ça couvre et comment elles sont fabriquées. Eh bien, en soi, une Smart Data, c'est une information par laquelle, à partir d'une adresse, on est capable de fournir une information exacte sur un bien immobilier
mais pas seulement, sur son contexte environnemental, socio-économique même, sachant que ces smart data peuvent se segmenter pour un bien immobilier sur différentes composantes fonctionnelles. On peut traiter le bâtiment en un tout, en donnant par exemple pour un bâtiment sa période de construction, sa surface habitable ou même sa note de performance énergétique, DPE et climatique, ou bien on peut également, suivant les besoins et les segments, venir donner des informations vraiment très précises sur des segments du bâtiment, comme les façades ou les toitures, en indiquant leur type de matériaux ou s'il y a potentiellement des soupçons d'infiltration d'eau. Comment est-ce qu'on crée ces smart data aujourd'hui? Eh bien, on s'appuie sur une ressource qui a été largement, on va dire, sous-exploitée durant ces dernières décennies, qui connaît un regain d'intérêt depuis 5 à 10 ans, c'est l'open data. Voilà. Donc, l'open data, c'est un matériau brut qu'on va venir un petit peu collecter, agréger, consolider, qualifier et croiser avec plein de sources différentes. Et ça vous permet de créer une base documentaire de données cohérente en elle-même et qui va nous servir un petit peu à venir qualifier les bâtiments en France. En soi, cette base elle est très intéressante en termes une fois qu'elle est constituée en termes de qualité, mais elle n'est pas forcément suffisante pour venir adresser l'intégralité du parc immobilier français qui est constitué de 35 millions de bâtiments. Et c'est là qu'une composante en machine learning intervient, justement pour venir massifier ces données open data. Là où les données open data n'est pas présent, on va utiliser des modèles pour faire des prédictions. Donc cette base de données open data est intéressante en soi-même à partir du moment où elle a été qualifiée, et elle peut servir donc de base d'entraînement et de validation de la donnée à destination des modèles qui sont derrière. Voilà. Donc cette base, elle n'est pas le seul élément qui sert de flux au modèle. On va également utiliser un certain nombre de caractéristiques techniques pour venir enrichir les modèles, ce qu'on appelle des variables intermédiaires. Et là-dedans, dans ces variables intermédiaires, on va beaucoup utiliser une expertise qui est liée à l'analyse de données géospatiales et sur lequel, effectivement, chez Nemer, on s'est beaucoup positionné ces 4 dernières années. Donc quand on parle d'analyse géospatiale, en quoi ça consiste? Ça consiste à tirer un petit peu parti des géolocalisations pour en inférer des relations entre les objets, que ce soit de bâtiment à bâtiment, de bâtiment à adresse, ou même les relations entre bâtiments, parcelles cadastrales et réseaux routiers. Donc là, sur cette slide, vous avez un petit panorama des données qui sont utilisées pour en tirer une information. On peut commencer notamment avec la partie en haut à gauche qui traite justement du réseau routier, où là, à partir en fait du niveau de densité de routes et leur tortuosité, on va en inférer un certain nombre de caractéristiques et de qualité. Notamment, on sait très bien que dans les centres-villes un peu anciens, on aura un réseau plus tortueux et plus dense, par opposition à des zones, on va dire, plus pavillonnaires de banlieue dans les zones nouvelles. Et ça nous permet un petit peu de qualifier l'environnement. Ensuite, on parle par exemple sur cette partie-là, en bas à droite, de clustering spatial. En quoi ça consiste? Ça consiste à dire que finalement, un bâtiment partage un certain nombre de caractéristiques communes avec ses bâtiments adjacents. Et à partir du moment où on a l'information qui est vérifiée et vérifiable sur un de ces bâtiments, on peut, entre guillemets, l'inférer et la propager aux bâtiments qui sont proches. Et ça va de pair, cette notion de partage d'informations, ça va de pair très bien aussi avec cette notion finalement de typologie de bâtiments résidentiels, où en fait, sur les 30 millions de bâtiments résidentiels qui sont en France, on est venu créer une typologie. Voilà, on a créé des classes de bâtiments, des classes structurelles de 26 bâtiments résidentiels qui partagent en fait les mêmes caractéristiques urbaines, techniques et architecturales. Donc ça nous sert un petit peu de base en interne pour venir alimenter nos modèles, que ce soit effectivement comme précédemment sur des notions de période de construction, ou même pour les risques naturels. Là, en haut à droite, vous avez une cartographie des cours d'eau. On va utiliser ça notamment pour les risques naturels, pour calculer une notion de distance au cours d'eau le plus proche, ou même le différentiel de l'altitude entre un bâtiment et le cours d'eau le plus proche, dans une optique bien évidemment de risque inondation. Donc en fait, l'inclusion de toutes ces données géospatiales, ça nous permet de produire des informations, des variables qui sont hautement qualitatives, notamment via les modèles. Là, vous avez un exemple de variable qui est produite qui correspond à la valeur de la maison individuelle sur toute la France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on produit un modèle avec une erreur médiane qui est de moins de 300 € par mètre carré et qui se comporte très bien, même dans les zones où de base, on n'a pas cette information de l'open data. Je pense en particulier à l'est de la France. Et typiquement, si on se compare, encore une fois, c'est une donnée qui est descendue jusqu'à l'échelle du bâtiment et de l'adresse, et les performances sont meilleures, par exemple, que si on prenait juste des données open data agrégées, ne serait-ce à l'échelon de la commune ou même de l'IRIS. Et pour ça, donc, on utilise des caractéristiques vraiment à la fois de la maison, du bâti, mais également géospatiales, en calculant des distances au centre d'intérêt entre le bâtiment, donc notamment je pense au centre-ville, au centre commercial, et également au centre de désintérêt, qui sont potentiellement sources synonymes de nuisances, comme les autoroutes ou les décharges et les usines qui sont génératrices de beaucoup de bruit.
Ce qui est important, c'est que c'est vraiment individualisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un meilleuragent.com qui va vous donner un prix au mètre carré ou DVF avec les ventes de maisons qui ont pu avoir lieu ces 5 dernières années. On va vraiment distinguer à l'intérieur d'un quartier que telle maison, parce qu'elle a une parcelle de jardin plus importante, parce qu'elle a une piscine, parce qu'elle semble en termes de vétusté entretenue, va avoir une valeur beaucoup plus fine et beaucoup plus juste, quoi. Et ça, c'est vrai sur l'ensemble des variables, mais sur la valeur de la maison, c'est assez parlant. Donc effectivement, tout ça, je disais qu'un peu plus tôt, l'open data, c'est un peu la matière brute qui sert à créer ces smart data. En soi, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Cette matière brute a besoin d'être raffinée, a besoin d'être qualifiée. Pourquoi ? Parce que l'open data, c'est un écosystème qui est assez ancien, qui a une grande complexité. Et dans cette complexité, il y a différents verrous qui sont importants de lever. Dans ces verrous à lever, il y a aussi une notion d'une part de dispersion de l'information, avec beaucoup de portails qui sont à la fois mal référencés et dispersés à différents niveaux entre des acteurs locaux et nationaux, et sur des sites web avec des niveaux de, on va dire, de sophistication assez variés. Voilà, il n'y a pas forcément d'outils facilement livrés clé en main qui permettent facilement de tirer la donnée. On est souvent dans l'impératif de créer nos propres outils pour récupérer cette donnée-là et la structurer. C'est pour ça qu'on a développé nos propres justement réseaux de scrappers pour traiter ce verrou-là. Ensuite, en deuxième verrou vraiment clé pour traiter l'open data, il y a vraiment la problématique de la variété de l'information et des formats dans lesquels c'est disponible. On a des données structurées et non structurées qu'on vient traiter. Et ensuite, le dernier point, qui est peut-être le plus important, c'est une notion quelque part de compréhension un petit peu fonctionnelle de la donnée. Voilà. On a besoin, pour bien utiliser une donnée dans un cas d'usage précis, de comprendre comment est-ce qu'elle est créée et quelles sont les hypothèses qui sont sous-jacentes. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très très difficiles à obtenir, dû au fait d'un manque de documentation et de métadonnées. Et du coup, on est obligé un petit peu de venir reconstruire ça de par de l'analyse de données. Alors là, il y a un petit exemple justement de la difficulté de mobiliser l'open data, avec un exemple parmi d'autres qui s'appuie sur la base des données DPE de l'ADEME, donc les diagnostics de performance énergétique. En l'occurrence, ce qu'on a extrait là, c'est cette notion finalement de période de construction. Sur la partie en haut à droite de la slide, vous avez la distribution des périodes de construction suivant les DPE. Et un des premiers points qui marque, c'est qu'en fait, on a une surreprésentation de certaines années, donc notamment 1946 et 1947, qui ne correspond concrètement à aucune réalité du parc immobilier français. Et ça s'explique par plusieurs raisons. La première étant que, globalement, pour tous les bâtiments qui sont anciens, on n'a pas forcément une bonne idée, une bonne vision de la date de construction de ces bâtiments. Et la raison numéro 2, c'est qu'en fait, en soi, un DPE, c'est produit par un diagnostiqueur qui n'est pas forcément totalement libre au regard de son client. Et aujourd'hui, jusqu'à cet été, en fait, on avait deux méthodes pour créer le DPE. Une méthode basée sur des logiciels et un modèle physique, et une méthode sur facture. Ce qui différencie les deux, c'est l'année 1948. Donc à partir du moment où le bâtiment est antérieur à 48, plus besoin forcément de se baser sur un logiciel. On peut utiliser éventuellement son DPE sur des factures. Ces factures-là, effectivement, si on n'a pas de facture, on part en DPE vierge. Et c'est comme ça qu'éventuellement on peut venir masquer des DPE qui sont signes d'un logement qui est énergivore. La deuxième partie de la slide, en bas à droite, montre encore une fois il y a cette problématique de qualité liée à l'open data, et ça représente le croisement entre deux sources open data sur les périodes de construction. Et ce qu'on voit, si l'open data est parfait, on aurait une belle ligne diagonale en mode Y égale X. La réalité, c'est ce qu'on a, c'est qu'on a des données qui sont très clusterisées suivant des lignes horizontales et verticales, et qui montrent bien un décalage et des biais parfois un peu systématiques sur certains types de bâtiments, avec des écarts pour un même bâtiment sur deux bases de données qui peut aller jusqu'à quasiment un siècle. Donc un autre point, effectivement, quand on crée de la smart data à l'adresse, et qui est aussi un verrou technique assez clé, c'est justement comment est-ce qu'on relie en fait ces adresses géolocalisées au bâtiment en lui-même. Et là encore, en fait, c'est une problématique qui peut sembler un peu triviale à première vue, mais une fois qu'on rentre un petit peu dedans, en fait, on se rend compte qu'il y a une complexité qui est souvent largement sous-estimée. Sur la partie gauche de la slide, en fait, vous avez représenté différents éléments. En bleu, ce sont les géométries de bâtiments. En rouge, les géolocalisations des adresses. Et en blanc, le lien entre les adresses et le bâtiment. Donc effectivement, de but en blanc, on pourrait se dire, c'est un problème très simple, il suffit de relier l'adresse au bâtiment le plus proche. Rien qu'en regardant ce graphique-là, on voit qu'il y a déjà un premier problème. Si on regarde le bâtiment le plus en bas, on se rend compte que, en fait, une adresse peut être reliée à plusieurs bâtiments, et dans la réalité, effectivement, ce qui caractérise les adresses et les bâtiments, c'est qu'ils sont caractérisés par une sorte de lien, on va dire NM, c'est-à-dire qu'un bâtiment peut être relié à plusieurs adresses, et dans le même temps, des adresses peuvent être reliées à plusieurs bâtiments. Et dans ce contexte-là,
si j'ai une adresse client, comment je fais pour savoir que mon client est dans tel ou tel bâtiment? Quel est le bâtiment principal de l'adresse pertinent par rapport à mon cas d'usage? Et c'est justement tout le travail qui est fait en termes de Smart Data pour venir qualifier en fait ce lien entre adresse bâtiment. Donc ce qu'on va venir dire ici, c'est que cette adresse-là est bien reliée à 3 bâtiments, mais que les 2 bâtiments du fond correspondent à des dépendances, voilà, qui n'ont pas de surface habitable, et que le bâtiment qui nous intéresse pour des cas d'usage plus de MRH sera le bâtiment du haut. Et ça, c'est des travaux et des qualifications qui sont faits de manière automatique et qui reposent encore une fois sur une grosse expertise des liens géospatiaux entre les différents éléments que sont les géométries des bâtiments, des adresses, des parcelles et même des routes. Là, sur la partie droite de la slide, j'ai mis quelques exemples. Je vais juste traiter l'exemple du bas pour montrer un petit peu, on va dire, tous les poncifs et la complexité un peu sous-jacente derrière. À gauche, en fait, c'est relier des adresses et des bâtiments de manière un peu naïve. Donc, on a des bâtiments avec le 22, le 20 et le 18 qui sont reliés à un seul bâtiment qui se retrouve un peu plus près de la route que les autres étant un peu plus en retrait. Ça, c'est si on traite les objets comme en scindant une grande partie de leur complexité. Voilà. Et du coup, effectivement, un gros travail qui est fait en interne, c'est justement recorriger ces liens avec des règles métiers qui nous sont propres et qui tiennent compte, encore une fois, effectivement, des liens entre adresse, parcelle et même position de la route. Donc, un dernier point, on a beaucoup parlé derrière ça de données qui sont structurées. On extrait des données à partir de supports non structurés, notamment des images aériennes, qui vont nous permettre un petit peu de qualifier principalement les toitures. Donc, à partir de ça, on va venir qualifier, par exemple, les équipements du bâtiment. Est-ce que sur le bâtiment, on a des panneaux solaires? Est-ce qu'il y a des conduites cheminées? Ou même la présence de Velux ou de puits de soleil? On va même plus loin en détectant dans certains cas la présence d'infiltration d'eau ou en faisant des reconstructions 3D à partir de l'imagerie aérienne. Donc c'est vraiment ce système de computer vision qui permet aussi de positionner des arbres ou des canopées à proximité immédiate, on sait, et ça va avoir un rôle à jouer notamment sur la partie sécheresse, quoi. Effectivement, sur la partie sécheresse, on va venir qualifier les surfaces végétalisées et les surfaces artificialisées qui sont autant de facteurs atténuants ou aggravants de ces phénomènes-là. Donc justement, en parlant de risques climatiques, là vous avez un petit panorama des données qui sont employées pour traiter les risques climatiques. Donc on va retrouver un certain nombre de variables qui sont très intéressantes et qui vont permettre de couvrir et qui sont pertinentes au regard de différents types de risques, voilà, que ce soit l'inondation, la sécheresse ou les risques de tempête grêle. Et des données qui sont un peu plus spécifiques et qui se reposent sur la construction d'indicateurs vraiment spécifiques suivant le risque traité. Je pense notamment au risque sécheresse où en fait aujourd'hui dans la littérature on trouve plusieurs dizaines de variables liées à l'identification des sécheresses et il y a un gros travail qui a été fait par les équipes pour identifier les indicateurs qui sont les plus pertinents pour qualifier les risques notamment de retrait gonflement argile. Alors je passe rapidement sur ces slides pour effectivement basculer sur la partie numéro 2 et la mesure des risques climatiques. Une petite slide pour vous dire qu'aujourd'hui, pour traiter ces risques, on a une approche assez classique en 3 volets, voilà, en 3 typologies de données. On aura des données pour venir un petit peu mesurer l'exposition à l'aléa, que ce soit en termes de fréquence, d'intensité et de durée. On aura des données qui vont venir un petit peu qualifier le contexte environnemental immédiat, donc je parlais un peu plus tôt d'imperméabilisation et d'artificialisation des sols. On a également des données qui viennent qualifier les zones inondables et les caractéristiques du sous-sol. Et enfin, on aura tout un set de données pour qualifier la vulnérabilité physique et fonctionnelle du bâtiment en fonction du type de matériaux, de leur position, mais également de leur période de construction. Donc, un petit panorama sur 2 risques, à commencer par le risque de retrait gonflement argile, où là, effectivement, on repart avec une approche un peu plus donnée. Aujourd'hui, ce risque de retrait gonflement argile repose sur la notion de phénomène de sécheresse. Aujourd'hui, il y a différents types de sécheresse qui sont très interconnectés. Il y a une notion de sécheresse météorologique qui est liée à un déficit de précipitation et qui, si elle s'accumule, si elle persiste dans le temps, se répercute en sécheresse agricole et hydrologique. Et le point particulier sur ces slides, c'est qu'effectivement, pour chacune de ces sécheresses, il existe des indicateurs vraiment très spécifiques. Et on a créé des indicateurs qui sont vraiment designés pour venir, on va dire, identifier et cartographier chacune de ces séquences particulières dans les sécheresses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de subsidence quand on commence à avoir un peu de mal à prononcer le mot sécheresse. Et je vais, avant de repasser la parole à Médéric, parler d'un dernier type de risque, pour ouvrir un petit peu plus le sujet. On traite également des risques inondation par la Smart Data.
en venant un petit peu justement segmenter les différents phénomènes d'inondation. Voilà, on peut avoir des inondations qui sont vraiment liées à un phénomène assez classique de débordement de cours d'eau où on a beaucoup de précipitations dans le temps qui viennent un petit peu gonfler le lit des rivières, mais le risque d'inondation n'est pas forcément lié qu'à cela. Et on vient produire des données qui sont liées à la fois au phénomène de submersion marine, de ruissellement, donc c'est un peu les flash floods, voilà, le fait qu'il y ait une grande quantité d'eau qui tombe dans un court laps de temps dans des zones qui sont très artificialisées. Et on vient également traiter les phénomènes d'inondation par remontée d'aquifères, donc les nappes phréatiques qui sont pleines et qui viennent tour à tour remonter, inonder à la fois les caves et les bâtiments. Donc là, je vous ai fait un petit panorama à la fois des smart data et des smart data vraiment très dédiés au risque climatique. Pour leur utilisation à la souscription, à la prévention, je vais laisser la parole à Médéric. Donc on a pu voir jusqu'à maintenant un peu ce qu'étaient les risques climatiques et leur importance pour l'habitation. On a vu un peu comment construire des données de smart data, et si vous avez déjà travaillé sur des tarifs zéro question, sur des zones à l'adresse, ce genre de choses, vous devez certainement savoir qu'il y a un gros pas entre collecter de la donnée et pouvoir utiliser de la smart data. Et si d'ailleurs on parle de smart data, c'est bien pour marquer la différence avec l'open data qui ne serait pas juste une donnée récupérée comme ça à l'emporte-pièce pour l'introduire dans des modèles. Bref, maintenant qu'on a parlé de tous ces éléments et qu'on est revenu dessus, on va pouvoir voir un peu comment l'utiliser pour des modélisations en assurance en partant d'un cas un peu particulier qui est celui de la tarification, mais qui concerne à peu près tout le monde, en tout cas tous les actuaires dans l'assurance PNC. Donc ce qu'on voulait vous montrer d'une part, c'est déjà que l'approche de modélisation peut être différente, contrairement aux garanties habituelles où on modélise les choses avec des GLM, avec des modèles de fréquence et de coûts en y associant parfois une couche de grave. On se rend compte que pour les modèles climatiques, on peut être amené à aborder les choses un peu différemment, que ce soit à la nature vraiment du risque ou de son indemnisation. On prendra l'exemple des sécheresses par la suite pour bien comprendre en quoi le fait de prédire des déclarations en CatNat peut être une bonne approche pour modéliser une prime pure. Sinon, l'approche restera assez sensiblement le même, vu que le but est d'anticiper la charge prédite annuelle pour pouvoir la tarifer. On va donc s'attacher à construire un modèle de prime pure, mais en passant par des socles un peu différents. Là aussi, on va pouvoir avoir un peu plus de liberté que dans les tarifications actuelles. Ce serait dans les méthodologies de tarification. Certes, le GLM reste un standard pour la tarification et pour la fabrication de la prime commerciale. On s'est, nous, quand même attachés à développer des techniques de modélisation un peu alternatives, et on verra que selon le socle qu'on modélise, elles peuvent prendre tout à fait son sens. On y reviendra pour les prédictions catastrophes naturelles. Et vous pouvez lire en même temps que je vous présentais les 3 modules, les différents types de variables à l'adresse ou à la commune ou à la maille, à une différente maille qu'on va pouvoir utiliser pour ces travaux de modélisation. Donc j'en viens tout de suite à un exemple un peu plus précis, qui est donc celui de la sécheresse ou de la subsidence, comme on vous l'évoquait. Et notamment, je vais vous faire comprendre pourquoi ça peut être intéressant de savoir prédire les arrêtés CatNat, au-delà même de pouvoir tarifer ce risque. Si on regarde le risque sécheresse, donc c'est un risque un peu différent des inondations ou des tempêtes, dans le sens où c'est un phénomène météorologique qui est assez lent, qui est précédé d'une longue période de sécheresse, suivie de périodes de pluie éventuellement, et associé à ça une survenance du risque qui peut être parfois tardive, c'est-à-dire que les lézardages, les fissures sur les bâtiments n'apparaissent pas immédiatement comme pour une inondation ou une tempête, donc ça rend la déclaration d'autant plus compliquée, que ce soit pour le particulier ou pour l'assureur. Ajoutez à ça que vous pouvez avoir une période de 18 mois entre la survenance du phénomène et l'arrêté en déclaration CatNat. Et si, pour dernier point, on prend en compte que 50% des déclarations de CatNat sécheresse ont été rejetées en 10 ans, c'est le risque naturel le plus rejeté en déclaration de CatNat. Donc on voit bien, au-delà de la tarification, les avantages que ça peut avoir en provisionnement ou dans d'autres domaines, à savoir prédire les arrêtés CatNat. Je vous laisse prendre connaissance de l'évolution pour le BRGRM du risque sécheresse en seulement 6 ans, et de voir au passage toutes les communes qui auront été sacrifiées et dont certains particuliers n'auront pas eu leur sinistre indemnisé. Donc voilà pour le contexte de l'évolution de la déclaration CatNat, notamment sur le risque sécheresse. Donc, une fois qu'on veut modéliser ce risque, on a choisi l'approche, donc en passant éventuellement par une déclaration, une prédiction des déclarations en CatNat, l'essentiel, ça va être de trouver les bonnes données explicatives. Et là, on se retrouve avec une vraie difficulté, parce qu'on part au début avec un modèle à expliquer qui
qui partira d'une base d'un jeu de données d'à peu près 400 variables, voire plus si on se met à faire rentrer des données INSEE d'activité et d'économétrie. Donc on se rend compte qu'on a une vraie difficulté, contrairement à l'approche traditionnelle de tarification en prenant 10 ou 20 questions qu'on aurait demandé à l'assureur, de pouvoir capter toute la finesse du signal à travers un éventail si grand de données. On ne peut pas rentrer 400 variables dans le GLM et espérer que ça s'optimise même automatiquement par des forwards. Ça prendrait certainement 1 an ou 2 à tourner. Donc on s'est retrouvé face au défi de développer des méthodes qui permettent de sélectionner de l'information du signal, et ce pour chaque garantie, pour chaque type de sinistre. La méthodologie qu'on vous présente ici, qui a été faite pour ce risque, c'est de pouvoir, par étapes successives, écrêter les variables qui n'apportent pas de signal pour la modélisation en question. Donc là, les étapes que je vous présente, c'est de d'abord passer par des analyses non supervisées, des ACP, des analyses de corrélation, pour pouvoir faire un premier filtre, voir les variables qui sont corrélées entre elles, lesquelles apportent le plus d'informations utiles pour un modèle. Donc là, on arrive déjà à diviser par 2 assez facilement le nombre de variables obtenues. En ajoutant ensuite d'autres modèles de machine learning, cette fois supervisés, on va pouvoir, avec des méthodes pas forcément GLM, mais plus automatisables de différents machine learning, XGBoost, Random Forest, vraiment tous les modèles possibles, arriver à affiner encore plus la sélection de ces variables. Donc arrivé à cette étape du process, on a réussi à diviser par 4, voire même un peu plus, le nombre de variables qui seront pertinentes pour le risque qu'on va vouloir étudier. Donc là, on se retrouve dans une situation qui est un peu plus proche de ce que l'actuaire a l'habitude de connaître, une vingtaine, une trentaine de variables pour leur permettre de modéliser le risque. On pourrait le faire par des GLM à partir de ce moment-là, que ce soit pour des modèles de fréquence ou de coût. C'est d'ailleurs ce qu'on peut parfois faire. Rappelons que les GLM, au passage comme les autres méthodes, n'ont pas un unique but de modélisation, mais on se sert de ces modèles pour s'aider à affiner le choix de la variable. Donc là, je vous montre pour exemple comment, après une première itération de sélection de variables, on va utiliser un modèle GLM pour s'aider à trouver des variables qui apportent du sens à l'équation. Donc cette fois, le GLM ne sera pas le modèle final, mais une première étape pour arriver à modéliser notre risque. Juste une info, hein, mais se dire que ces travaux et ces modélisations ont été faits sur près de 25% du marché français, donc on n'est pas sur un test sur 100 000, 200 000 adresses, hein. On parle de plusieurs dizaines de millions d'adresses, donc les résultats et les variables les plus explicatives ont été challengés et avec différents acteurs qu'on ne peut pas citer pour des raisons évidentes, mais et ont été testés à multiples reprises. Donc les résultats sont des résultats moyennisés entre les acteurs avec lesquels on a travaillé sur ce sujet de la subsidence. Et d'ailleurs, bon, j'ai assez peu de temps pour rentrer dans tous les détails, mais ça peut d'ailleurs être un challenge pour un petit assureur de pouvoir modéliser des risques un peu plus rares, où il faut prendre une période d'observation un peu plus longue, où on n'a pas une représentation sur tout le territoire. Il y a par ailleurs des fois des méthodes de lissage qui sont nécessaires pour réussir à extrapoler de l'information et à avoir un tarif qui soit exhaustif à la fin. J'en reviens avec le peu de temps que j'ai parce qu'on aimerait quand même vous présenter la démo. Juste un exemple aussi, un point de vigilance sur quand on va faire de la modélisation de ce type de risque. Nous, on a remarqué qu'il y avait des points d'attention à avoir, rien que sur la construction des bases de modélisation et des bases de test. J'essaye de vous donner un exemple assez rapide à comprendre. Si on fait pour modéliser, admettons, la prédiction CatNat, de prendre 10 ans, 15 ans d'historique, 10 ans serait un peu mieux, qu'on crée une base de test et une base d'apprentissage 70-30 comme on pourrait le faire en veillant peut-être à ne pas mettre des communes dans le même panier, faire ce genre de choses, on va arriver à la fin à un type de modèle où on ne va pas forcément être en surapprentissage, mais pourtant quand on fait tourner le modèle sur une année donnée, on se rend compte qu'en le comparant à l'année réellement observée, on a quelque chose de pas très probant. Pourtant, il n'y avait pas de surapprentissage, quand on regardait les données, les résidus étaient propres. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on a noyé tout plein d'années dans une base d'apprentissage, on noie tout plein d'années dans une base de test. Donc la base d'apprentissage est fidèle à la base de test parce qu'on y mélange des risques de la même manière. Et pourtant, on obtient une modélisation qui est à l'opposé de ce qu'on voudrait avoir. Donc on se rend bien compte que l'approche habituelle de prendre sa base sur une certaine exposition et de faire son modèle directement ne va pas marcher. Nous, des modèles qu'on a pu mettre en place pour pouvoir répondre à cette problématique, par exemple, c'est de faire des phases d'apprentissage en excluant une année du modèle et ensuite de faire des bases de tests sur l'année qui en avait été exclue. Une fois qu'on a compris que cette approche pouvait apporter du sens, on va pouvoir aller sur une modélisation un peu plus propre en faisant de la validation croisée sur les années et en vérifiant bien toujours que le modèle capte bien l'information qu'on voudrait y capter. Je l'illustre ici par l'exemple, j'espère que la photo
parle d'elle-même, mais on voit bien qu'en ayant appris un modèle sans prendre du tout l'année en question, si le modèle reflète la réalité et prédit bien le risque qu'on le voulait, on arrive à la fin prédire une année qui est assez proche quand même de celle qui avait été exclue de la base d'apprentissage. Voilà un peu ce petit encart pour vous montrer les différences qu'on peut avoir sur ce type de risque. Désolé, il nous faut faire assez vite, malheureusement, on approche presque de la fin de l'heure. Donc j'en viens à cette synthèse qui va presque en fin de modélisation et qui vous montre après les travaux de prédiction catastrophe naturelle comment on va conduire notre socle de modèles pour arriver à la fin à une prime pure unifiée. D'ailleurs, je précise ici, parce que je ne l'avais pas dit, que cette approche de décomposer la fréquence en prédiction CatNat et en fréquence conditionnelle a des avantages même pour l'utilisation de la donnée à l'adresse. Je m'explique. Si vous arrivez à faire un modèle qui capte vraiment la prédiction d'une catastrophe naturelle à un moment donné, vous y incluez des variables de météo, climatique, d'environnement qui permettent d'expliquer pourquoi cette année, cette commune a été en sécheresse. Et du coup, ça permet, pour un modèle de fréquence conditionnelle, de capter le signal qui serait vraiment plus propre au bien et à la géographie proche du bien. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le modèle de prédiction CatNat va capter la météo et un phénomène qui va concerner localement un territoire, alors que là, ce modèle de fréquence va lui déterminer, une fois cet événement passé, quels sont les bâtiments qui vont être le plus touchés. Donc c'est une approche intéressante pour le risque sécheresse de séparer ce modèle de fréquence qu'on fait habituellement en une seule fois. Il va séparer les maisons à étage des maisons de plein pied ou genre de choses. J'aimerais vous en dire tellement plus, mais je pourrais vous mentionner toutefois l'idée qu'on ne fait pas juste des GLM pour pouvoir tarifer ce type de risque. Je reviens sur l'exemple des prédictions CatNat, mais que j'aime assez bien en fait. Pourquoi on peut tester de nouvelles méthodes? Ça vient à la nature de ce qu'on modélise. C'est-à-dire que si on modélise une prédiction d'arrêté CatNat, on modélise en fait un état 0, 1. Donc on pourrait se dire éventuellement qu'on ne ferait pas que des régressions et qu'on pourrait faire des classifications, ça ouvre une palette de techniques possibles. Et par ailleurs, comme il s'agit de prédire pour 35 000 communes, en gros, est-ce qu'il y aura un arrêté CatNat ou non, on peut arriver à construire une variable en fait, qui aura 35 000 lignes et qui serait un peu similaire à un zonier ou ce genre de choses qu'on pourrait faire apparaître dans un modèle. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus du tout obligé d'en faire un GLM pour avoir une grille tarifaire. Vu qu'on décide de construire un indicateur unique, on peut utiliser la méthode qu'on veut pour arriver à ces fins-là. C'est d'ailleurs ce qu'on s'est amusé à faire. Je vous en toucherai 2 mots en 30 secondes avant de pouvoir passer à la démo. Donc je reviens sur mon exemple initial de la prédiction d'arrêté CatNat. Je vous montrais au début comment le GLM nous avait permis à sélectionner des données. C'est au final pas forcément le GLM qu'on l'a retenu. J'espère que la slide précédente vous aura convaincu. Donc là, je vous montre pour l'illustration, sur ce même modèle, comment on a pu comparer une approche traditionnelle de GLM et comment on a pu à une de XGBoost. Pardon pour l'inversion. Et vous noterez d'ailleurs au passage, vous pourrez observer ce que je vous disais en premier, le fait de bootstrapper sur l'année le modèle pour apprendre, se voit ici sur le diagramme où on voit en fait l'importance, la contribution de chaque variable de tous les modèles XGBoost bootstrappés. Donc le fait qu'il y ait assez peu de volatilité dans les points qui ressortent, et on n'a pas inversé les variables, c'est bien les mêmes variables qui sont les mêmes à chaque fois, montre bien en fait comment on peut contrôler pendant la phase de modélisation la cohérence de notre modèle. Donc juste pour apprécier un peu la comparaison de 2 modèles, un GLM et un XGBoost, là si on compare la prédiction CatNat modélisée et la prédiction CatNat observée, on voit qu'on a une dérive et une sous-estimation des risques de prédiction CatNat justement pour les risques les plus graves, ce qui serait un peu problématique pour le type de modèle dont on parle, alors qu'à l'inverse, on peut se rendre compte que le modèle en XGBoost arrive à se rapprocher d'un risque moyen qui est assez proche du risque observé, et ce pour les communes faiblement touchées, tout comme pour les communes fortement touchées. Ce que je voulais illustrer par là, en fait, c'est que de pouvoir introduire un modèle de manière différente permet de sous-peser les possibilités de faire de la modélisation différemment, même si on est bien conscient des problématiques techniques d'implémentation IT des tarifs, et qu'on sait bien que la grille tarifaire sur un tarif commercial, tout comme les approches GLM, sera celle qui au final sera la plus appréciée par les assureurs. D'où notre choix proposé aujourd'hui d'un modèle qui combinait XGBoost et 2 GLM. On arrive presque au bout
On va aller très très vite sur cela parce que je pense que ce qui est intéressant c'est qu'on vous fasse une démo. On a développé un outil et une API qui existe en live qui permet de tester toutes les adresses et de voir les attributs et de faire des scorings de chacune de ces adresses sur différents périls. Donc là on va vous montrer sur des périls de type sécheresse, une inondation, mais sachez juste que là on a parlé tarification, on a parlé modèle. Évidemment c'est pas la seule chose. On peut anticiper, mieux connaître, prévoir, et ce qu'on n'a pas dit et qu'on a commencé à faire, c'est qu'on utilise des variables projetées en termes d'exposition, c'est-à-dire que vous avez le risque à date, mais vous avez aussi les différents scénarios du GIEC, et ces scénarios du GIEC, et savoir que si mon exposition est à tel endroit dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 25 ans, ça va avoir un impact sur mon exposition au risque. Ça pour nous c'est clé. Donc on n'est pas rentré dans le détail, mais il y a aussi un modèle d'exposition et de projection par rapport à ce qu'on connaît et les modèles climatiques existants. Donc on vous propose d'avoir un aperçu de l'API qu'on utilise. C'est une API évidemment qui est plus large, qu'on exploite pour le risque multirisque habitation dans sa globalité. Donc on va être capable d'adresser un modèle vol, un scoring de vol, un scoring d'incendie. Mais là, on va vous zoomer évidemment sur des périls climatiques. Ouais, le but c'était un peu... Le but c'était un peu bon, vous m'entendez là, ouais. Le but c'était un peu d'illustrer le choix des variables, les modèles et comment on pouvait en faire de la prévention de toute cette donnée non structurée en avance. On peut, si vous le souhaitez, annuler votre troisième atelier et parler un peu plus de détail des modèles. On pourra faire un vote à la fin. Donc on va regarder ici un parcours de souscription, on va dire un peu traditionnel, mais en mettant le point sur les risques climatiques et sur la prévention que peut faire l'intermédiaire dès même la phase de souscription. Donc on va regarder 3 cas rapportés à des risques climatiques. Bon là, rien de nouveau. J'espère qu'on n'a pas choisi une adresse qui appartient à quelqu'un dans la salle. Il y a peu de chance là. Donc là, vous pouvez voir, mais bon, là, à ce point-là, rien de nouveau, qui est un must-have de tous les outils de souscription, le fait de pouvoir saisir une adresse, qu'elle s'auto-complète, qu'elle se corrige. Un des points intéressants et importants, c'est aussi tout le travail de Namer, c'est de savoir la géolocaliser. Donc déjà, on est rassuré, on a réussi à géolocaliser l'adresse. Vous voyez pour l'exemple ici de cet écran qu'en fait, il y a des incertitudes pour certains biens, notamment dans les lieux un peu plus reculés, les lieux dits, et on a parfois moins de précision pour pouvoir sélectionner nos biens. Donc c'est quelque chose qu'on fait, nous, ici, de pouvoir laisser la liberté de sélectionner nos biens, et la zone de sélection sera en gros inversement proportionnelle à la densité. Ça permettrait par ailleurs aussi de pouvoir ajouter des annexes et ce genre d'éléments à la masse assurable. J'en dis pas plus parce que vous allez m'en vouloir de déborder. Donc là, admettons qu'on sélectionne notre bien. On va pouvoir avoir affaire à toute une catégorie d'attributs qu'on va pouvoir classer selon le bien, l'agglomération, l'environnement et la météo. Et là, pour l'exemple, on a mis en avant les attributs qui pourraient être particulièrement pertinents pour les risques en question. Donc la période de construction est très impactante pour les sécheresses d'ailleurs, mais comme pour d'autres risques. La valeur de la maison a aussi un apport certain. Les maisons sans étage de plein pied sont des maisons qui sont particulièrement touchées par la sécheresse, et le nombre de maisons mitoyennes explique aussi beaucoup la survenance de ces types de sinistres. Je continue sur les variables d'agglomération. Donc là, vous voyez la zone urbaine, le nombre de maisons inférieures à 50 mètres rejoignent un peu les événements que je vous montrais tout à l'heure. Et surtout, là, pour des risques de sécheresse, les événements, les variables d'environnement, qui vont aider à qualifier le bien. Pour les risques, d'ailleurs, c'est bien surligné, marche à peu près pour tous les risques climatiques. Le type de sol, la présence de canopée aux alentours du bâtiment, la zone argileuse, les remontées de zones nappes phréatiques, la distance et l'altitude à un cours d'eau, très clairement, je pense que même avant de venir, vous doutiez que ça pouvait avoir un impact dans l'appréhension des risques climatiques. S'il s'agit d'un outil pour des intermédiaires de souscription, il peut être bien aussi de rappeler les variables les plus complexes, notamment les indicateurs climatiques, qui sont en général très peu utilisés et très peu mis en avant pour cerner du risque, parce qu'ils sont difficilement compréhensibles pour des profanes. Et on se rend compte que utiliser de manière adéquate des indicateurs climatiques et en les expliquant, les rend tout à fait utilisables. Le concept de duration d'un événement climatique, c'est quelque chose qu'un agent peut comprendre. Si on lui dit c'est le temps où il n'a pas plu, il a fait sec pendant 3 mois, il saura très bien comprendre et très bien expliquer le risque à ses clients éventuellement.
Je passe pour l'exemple sur un deuxième bien qui lui serait plus touché pour une inondation, je crois. On l'a pris pas loin de la Garonne, dans une zone avec un ruissellement possible à cause de l'effet de ruissellement de rue, de ruissellement urbain, pardon. Bon, je ne vais pas revenir dans la liste des variables pour ne pas perdre plus de temps. Vous aurez bien compris que ici la distance au cours d'eau et l'altitude est très intéressante. Juste un point, en fait les scorings que vous avez en bas, qui étaient présents aussi, sont les résultats des modèles qu'on a pu faire à très grande échelle. Donc quand on dit que d'après nous c'est à 7 sur 10 parce que l'échelle est à 10 sur un risque inondation, c'est en comparatif et en relatif, c'est de façon, c'est normalisé avec l'ensemble des adresses existantes quoi, et des bâtiments existants. Yes. Oui, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps au passage, j'ai pas voulu marquer trop de pauses pour pas nous mettre plus en retard, mais j'ai pas insisté sur le survol des infobulles qui justement permet d'exhiber et de comprendre le score et d'alerter l'intermédiaire sur comment il pourrait aussi lui descendre de l'information auprès du client et quitte même à l'aider à se protéger et à l'accompagner dans la gestion de la protection des risques climatiques. Voilà, je ne sais pas si en attendant de regarder ce dernier exemple, ça vous soulève des questions ou des interrogations. Donc là, on est sur un risque tempête, donc couvert directement, indemnisé par l'assureur, donc qui regarde souvent de plus près que les CatNat, mais où il y a aussi des facteurs explicatifs. Si vous êtes à une légère altitude, à 10-15 mètres par rapport au reste de la ville, et dans un couloir de vent, ça amène aussi un risque un petit peu différent. La nature des sols, est-ce qu'on est sur une terre sablonneuse versus de l'argile? Là, on est dans les Landes, donc on sait qu'on est dans une zone pas choisie par hasard. C'est une zone à risque et qui a subi quelques tempêtes. On a toutes les informations météo qui sont récupérées en moyenne sur les 10 dernières années et qui sont mises à jour très régulièrement pour avoir les dernières informations météo en termes d'extrêmes. Donc c'est pas la moyenne du vent, c'est plutôt combien j'ai de rafales qui dépassent un certain seuil, combien j'ai de précipitations qui dépassent le seuil normal ou moyen de cette même commune, parce que c'est les écarts à la normale qui sont intéressantes. Donc voilà, vous retrouvez toute cette partie. On a lancé un film même. Ouais, c'était l'atelier de ce matin. Donc désolé, on a été très vite parce que on a pris du temps sur le début et c'est vrai que ça pouvait être intéressant. Mais sachez que cette API existe, que les 35 millions sont déjà présents. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut avoir des fois, les attributs ont été massifiés sur France entière. Ils sont accessibles en temps réel. Et je crois que la grande différence quand on est actuaire, on a toujours joué avec de l'open data pour récupérer la donnée a posteriori dans une vision modèle. Là, on peut la récupérer en live dans une vision souscription ou conseil. On est passé très vite, mais il y a vraiment des conseils adaptés quand on passe sur les scorings qui permettraient de changer la posture de l'assureur vis-à-vis de ses clients, quoi. Et est-ce que vous avez des questions avant qu'on nous mette dehors sur les 5 minutes qui restent? Non? Alors. Du coup, j'imagine qu'on a été très clair. On reste évidemment à votre disposition si vous voulez creuser certains points ou partager ou échanger avec nous sur ces risques climatiques et ce qu'on pourrait en faire vu ces smart data. Merci beaucoup.